Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question absolument immense. Comment est-ce qu'on peut bien passer de toutes petites cellules complètement invisibles à l'œil nu à un nouveau-né? C'est un voyage incroyable et c'est ce qu'on va explorer ensemble, pas à pas. Notre grande question du jour, notre mission si vous voulez, c'est donc celle-ci. Comment la vie se transmet-elle? Pour y répondre, on va jouer un peu les détectives de la biologie en suivant toutes les pistes qui mènent à la naissance. Alors vous êtes prêts? On y va? Bon, par où commencer cette histoire? Eh bien, comme dans toutes les grandes histoires, il y a un commencement. Et pour la vie, tout débute par une rencontre vraiment spéciale, entre deux cellules. C'est notre premier chapitre. Ce moment clé, il a un nom scientifique, c'est la fécondation. Pour faire simple, imaginez un peu comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. D'un côté, on a le spermatozoïde, la cellule reproductrice du père, et de l'autre, l'ovule, celle de la mère. Quand les deux fusionnent, eh bien ça crée une toute nouvelle cellule, la cellule œuf. Et cette cellule, c'est fou, elle contient déjà tout le plan de construction d'un nouvel individu. Regardez bien ce schéma. Ce qu'on voit là, c'est un véritable parcours du combattant, un vrai marathon. Des millions de spermatozoïdes partent du vagin, doivent traverser tout l'utérus pour essayer d'atteindre la trompe. Et c'est là-haut, dans la trompe, que l'ovule attend en quelque sorte le grand gagnant. Ce fameux rendez-vous, la fécondation, se passe donc précisément à cet endroit. Et là, cette photo prise au microscope est juste incroyable. Elle nous montre bien à quoi ressemble cette compétition. Vous voyez le gros ovule au centre et tout autour des dizaines de spermatozoïdes qui essayent de rentrer. Je vous l'ai dit, ils sont des millions au départ, mais au final, il n'y a qu'un seul vainqueur. Un seul parviendra à fusionner avec l'ovule. Mais attention, l'aventure n'est pas finie. Une fois la fécondation réussie, la cellule œuf, qui est devenue un embryon, doit faire le chemin en sens inverse. Elle redescend de la trompe pour aller s'installer bien au chaud dans la paroi de l'utérus. Cette étape, cette installation, ça s'appelle la nidation. C'est un peu comme si l'embryon s'accrochait pour construire son nid pour les 9 mois à venir. Et c'est à ce moment précis que la grossesse commence réellement. D'accord, l'embryon est bien installé. Maintenant, pour grandir, il a besoin de deux choses absolument essentielles. Être en sécurité et avoir de quoi se nourrir. Alors, comment ça marche? Sur ce schéma, on voit très bien comment tout ça s'organise. Le fœtus se développe bien à l'abri dans l'utérus et il est connecté à sa mère par deux liens vitaux, le cordon ombilical et le placenta. C'est sa ligne de vie, en quelque sorte. Et le placenta, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout ça. Il faut l'imaginer comme une sorte de supermarché ultra performant, avec un service de livraison intégré. Il va puiser dans le sang de la mère tout ce dont le fœtus a besoin, comme les nutriments et le dioxygène. Et en même temps, il fait le ménage en évacuant les déchets produits par le fœtus. C'est un organe temporaire, mais absolument incroyable. Et la preuve scientifique de ces échanges, on l'a juste ici, dans ce tableau. Regardez les chiffres. Le sang qui arrive au placenta contient une certaine quantité de dioxygène. Le sang qui en repart en contient beaucoup moins. Alors la question qu'on se pose, c'est où est passé ce dioxygène? La conclusion est assez simple, c'est le fœtus qui l'a consommé pour respirer et se développer. Bon, maintenant qu'on a vu comment la vie se met en place, on va voir pourquoi c'est si important de savoir tout ça. Parce que comprendre la science, ce n'est pas juste pour avoir une bonne note au prochain contrôle, c'est surtout pour être capable de prendre soin de soi et de faire des choix responsables. En SVT, une compétence qu'on développe tout le temps, c'est d'apprendre à analyser des documents. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à faire la différence entre un fait scientifique, prouvé par des données, et une simple opinion, ou parfois une fausse information. Et ça, c'est super utile dans la vie de tous les jours, surtout quand on parle de santé. Tiens, justement, prenons un exemple concret avec ces deux graphiques. Au premier regard, ça peut faire un peu peur, mais pas de panique, on va les décortiquer ensemble, tranquillement. Voilà une question typique qu'on pourrait vous poser en évaluation. L'objectif, ce n'est pas de paniquer, mais de poser son cerveau et d'aller chercher les indices directement dans les documents, comme un vrai scientifique. La toute première étape, c'est toujours la même, j'observe. C'est-à-dire que je décris ce que je vois, sans chercher à interpréter tout de suite. Alors sur le graphique de gauche, que fait la courbe? Elle descend. Et sur celui de droite, elle monte. C'est un fait, c'est ce que les données nous montrent, c'est tout. Et c'est seulement maintenant qu'on va interpréter. Si on met les deux observations ensemble, la confiance qui baisse et le doute qui augmente, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien qu'entre 1994 et 2010, les gens sont devenus de plus en plus méfiants vis-à-vis du préservatif, peut-être à cause de fausses informations. Ça nous montre bien à quel point il est crucial de s'appuyer sur des faits scientifiques et non des rumeurs quand il s'agit de notre santé. Ok, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on va organiser tout ça pour que ce soit bien clair dans votre tête. On passe en mode fiche de révision express. D'abord, les quelques mots-clés du chapitre à connaître sur le bout des doigts. Fécondation, la rencontre. Nidation, l'installation.
Placenta, l'organe d'échange, gestation, les 9 mois, et contraception, la maîtrise du processus. Ensuite, voilà le schéma à avoir en tête. Il est super important parce qu'il résume tout en une seule image. C'est un peu la carte routière de tout le parcours, de l'ovulation à la naissance. Et regardez bien, il nous montre même à quel moment les différentes méthodes de contraception peuvent agir. Allez, petit bonus, le top 3 des erreurs classiques à éviter. Numéro 1, confondre la fécondation qui a lieu dans la trompe et la nidation dans l'utérus. C'est pas la même chose et pas au même endroit. Erreur numéro 2, penser que le sang de la mère et du fœtus se mélangent. C'est faux. Le placenta sert de filtre, il n'y a pas de contact direct. Et erreur numéro 3, oublier que le préservatif, c'est le seul à avoir une double protection, contre une grossesse et contre les infections sexuellement transmissibles. Et pour finir, mon conseil en or, la méthode qui marche à tous les coups en SVT. Face à un document quel qu'il soit, retenez cette structure en 3 temps. D'abord, j'observe, je décris ce que je vois. Ensuite, je sais que, je fais le lien avec ce que j'ai appris en cours. Et enfin, j'en conclus, je réponds à la question. C'est la méthode magique. On arrive à la fin. Pour être sûr que tout est bien clair, on va résumer tout ce qu'on a vu en 3 idées fondamentales. Alors, si on devait tout résumer en 3 points, voilà l'essentiel. Premièrement, tout commence par la fécondation, la fusion de 2 cellules. Deuxièmement, l'embryon s'installe dans l'utérus et se développe pendant 9 mois grâce aux échanges assurés par le placenta. Et troisièmement, comprendre tout ça, c'est avoir le pouvoir de choisir, de se protéger et d'agir de façon responsable. Et je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. Maintenant que la science derrière tout ça est plus claire, à votre avis, en quoi est-ce que cette connaissance peut aider chacun à prendre des décisions plus responsables pour sa propre santé et pour celle des autres? C'est une question importante. Merci pour votre attention et à très bientôt.